Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des requins. Alors les requins sont hyper connus, hein. Ce sont des créatures terrifiantes qui intéressent beaucoup les enfants mais aussi les adultes, notamment les marins, puis surtout les baigneurs. Les baigneurs ont une peur bleue des requins, puis avec raison, parce que les requins sont très communs à la grandeur de la planète, dans toutes les mers et les océans et parfois dans les rivières. Mais les requins sont-ils si dangereux? Sachez qu'il y a à peu près 500, enfin pour l'instant il y a 550 espèces de requins réparties dans le monde entier. Et sur ces 550 espèces de requins, on peut dire qu'il y a à peu près 50% des requins qui ne dépassent pas 1 mètre. Alors généralement, dans les images d'Épinal, on voit toujours des requins qui font 4-5 mètres. Alors ça, c'est vraiment l'image d'Épinal parce que les requins, 50% ne dépassent pas 1 mètre. Et on peut dire entre 75 et 80% des requins ne dépassent pas les 1,60 m. Les requins, bien sûr, on a toutes les tailles. On a entre 15 cm comme ce requin, qui est le sagre, qui est le requin le plus petit. Ça fait entre 10 et 15 cm. Et le plus gros que je n'ai pas ici chez moi, c'est le requin-baleine, qui dépasse facilement les 15 et qui peut atteindre 17 mètres de longueur. Les requins font partie d'un ordre, c'est l'ordre des poissons cartilagineux. Alors il faut savoir que maintenant, avec la nouvelle taxonomie, on a tous appris cette taxonomie qui est linéaire, où on met chez les vertébrés les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Cette taxonomie est maintenant plus à date. Maintenant, on est dans la taxonomie phylogénétique, dans lequel on a divisé les poissons en plusieurs ordres. On a l'ordre des poissons à plaques, les placodermes, dont voici un exemplaire qui est le Botryolopis, qu'on a trouvé qui a à peu près 400 et quelques millions d'années de Miguacha ou en Gaspésie. Mais les placodermes ont dominé les mers et les océans il y a environ 500 millions d'années, jusqu'à à peu près, ils ont disparu vers 350-320 millions d'années. Ensuite, nous avons les poissons sans mâchoire, qui ont disparu à 90%, même à plus de 90%. Il nous reste maintenant dans les poissons sans mâchoire les fameuses lamproies que nous avons ici dans le Saint-Laurent. Et puis nous avons les sarcoptérygiens. Alors les sarcoptérygiens sont spéciaux. Voici un sarcoptérygien qui vit toujours, le sélacanthe. Alors les sarcoptérygiens aussi ont disparu à plus de 90%. Il nous reste 2 espèces de sélacanthe. Un sélacanthe qui vit Mozambique, Comores, Madagascar, Afrique du Sud, et un autre qui se trouve plutôt en Asie du côté de l'Indonésie. Ensuite, nous avons les 3 espèces de dipneustes, Afrique, Amérique du Sud et Australie. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les sarcoptérygiens, c'est-à-dire les poissons à lobes, en fonction de leur nageoire lobée. Après, nous avons les poissons osseux. Alors, les poissons osseux occupent à peu près plus de 90 espèces de poissons actuels. Alors, les poissons osseux, c'est les poissons qui ont des arêtes. Alors, voici un squelette, un poisson osseux qui vient de l'Éocène, qui a 50 millions d'années, qui vient du Wyoming, aux États-Unis. Donc, les poissons osseux sont justement le brochet que vous connaissez, l'anguille, la perche, et puis le hareng, la sardine. Non, ça, ce sont les poissons osseux. Et puis, le dernier ordre, c'est les poissons cartilagineux. Alors, les poissons cartilagineux, qu'on appelle les contrichiens, regroupent 3 grandes familles. Enfin, c'est même pas des familles, c'est des sous-ordres. Nous avons les élasmobranches, enfin deux grands sous-ordres. Les élasmobranches qui regroupent à la fois les requins et les raies. Et puis ensuite, nous avons les holocéphales, qui sont justement les chimères qui sont très peu connues. Les holocéphales. Alors justement, à propos des requins et des raies, on découvre à peu près une espèce de poisson cartilagineux toutes les 2 semaines. Ce qui fait qu'on décrit à peu près une bonne 50aine d'espèces de requins par année. Logiquement, ce sont des requins des grandes profondeurs qu'on remonte de temps en temps et on risque d'en découvrir beaucoup plus que ça avec les nouvelles recherches océanographiques qu'on va faire, notamment dans les abysses du côté de l'Antarctique, en hémisphère sud, peut-être, et probablement de l'hémisphère nord. Sachez qu'il y a 550 espèces de requins et à peu près 570 espèces de raies. Alors, les raies que nous connaissons bien mal sont des requins, mais aplatis, parce que l'ancêtre de la raie était un requin. Alors les requins, c'est des poissons un peu spéciaux parce que ce sont des poissons préhistoriques, entre guillemets, poissons
préhistoriques, parce qu'ils sont très très vieux. J'ai parlé à l'instant des placodermes qui ont vécu il y a 500 millions d'années. Ben, les placodermes, ils ont occupé, c'est eux qui étaient à peu près, qui occupaient à peu près 90% de toute la faune vertébrée durant à peu près peut-être 200 millions d'années. Et vers 400 millions d'années sont apparus les premiers requins. Alors les premiers requins, ils étaient de petite taille, mais il y a eu quand même des requins de plus grande taille, puisqu'en Allemagne, on a trouvé des exanchus, qui étaient des requins qui mesuraient 2 ou 3 mètres de longueur. Hein. Ben, bon, c'était la terreur de ces périodes-là, mais fallait pas voir des requins comme nous connaissons à l'heure actuelle. Hein. Ils étaient plutôt anguilliformes, c'était en forme d'anguille, et ils vivaient plutôt dans l'eau douce et non pas dans l'eau salée, comme c'est le cas actuellement avec nos requins. Puis, comme vous connaissez les ères géologiques, nous avons l'ère primaire. Là, on parle de l'ère primaire. Puis, il y a eu le Carbonifère, qui est l'une des dernières périodes de l'ère primaire. Là, les requins ont pris de l'extension et notamment, nous avons découvert ici au Nouveau-Brunswick un requin qui a à peu près 200 et quelques millions d'années, qui vivait au Carbonifère. On a trouvé beaucoup de fossiles de requins aux États-Unis du Carbonifère, notamment un requin qu'on appelle le Cladocélache, un requin d'environ 1 mètre, 1 mètre 20. Sinon, après apparaît le secondaire, l'ère des dinosaures, et là, les requins commencent à se diversifier, même à grossir, puisque le plus gros requin que nous connaissons de l'ère des dinosaures, mesurant entre 2 et 3 mètres, c'est un mangeur d'ammonites, c'est ce qu'on appelle l'Ibodus. Alors, les Ibodus sont des cousins des hétérodontes. Alors ici, j'ai un hétérodonte qui est, lui, carrément un requin primitif. C'est vraiment le requin que nous connaissons, dont on a des fossiles du Jurassique en Allemagne qui ressemblent exactement à cet animal-là. Alors, c'est le requin du Port Jackson, c'est l'hétérodonte australien, mais il y a aussi des hétérodontes dans les mers du Japon. Donc, nous avons affaire à un véritable fossile vivant. Et on a eu de toutes les tailles. Mais les requins, durant le Jurassique et le Crétacé, c'est-à-dire les périodes du secondaire, là où régnaient les dinosaures sur la Terre, il n'y a pas de dinosaures marins. Hein. Mais par contre, il y avait des reptiles marins à cette époque-là, dont certains pouvaient dépasser les 27 mètres de longueur, notamment des ichthyosaures. Et puis il y avait des reptiles marins comme les plésiosaures, comme les mosasaures. Là, on a affaire à des animaux de plus de 10 mètres de longueur qui étaient des vrais prédateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le chronosaure, qui est un pliosaure, qui mesurait aussi dans les 15 mètres de longueur. C'était les terreurs de la mer. Donc, c'était les prédateurs apex, c'est-à-dire les plus grands prédateurs, ceux qui étaient au bout de la chaîne écologique, de la chaîne alimentaire. Et justement, c'était eux qui régnaient. Donc, c'est pour ça qu'à cette époque-là, les requins étaient de petite taille. Alors, vers la fin du Crétacé apparaissent de nouvelles espèces de requins, notamment ce qu'on appelle les lamnidés. Alors, les lamnidés, c'est la famille du grand requin blanc, mais le requin blanc n'apparaît pas vraiment à cette époque-là, il apparaît beaucoup plus tard. Et la plupart des espèces de requins apparaissent sur la fin du secondaire. Fin du secondaire, bien sûr, il y a 60 millions d'années, les dinosaures apparaissent. On peut dire qu'à peu près 90% de la vie animale disparaît à ce moment-là. Et ça nous laisse des niches écologiques libres vers le début du tertiaire, c'est-à-dire il y a environ 55-58 millions d'années. Les mammifères apparaissent et dans l'environnement marin, il y a maintenant les requins qui prennent leur essor. Apparaissent vers 60 millions d'années, 60-55 millions d'années, les raies. Donc les raies sont des requins qui se sont spécialisés dans la vie benthique, c'est-à-dire la vie sur les fonds, et ces requins s'aplatissent et se transforment ou se développent ou évoluent en des raies. Et là, nous avons tout un éventail de raies qui colonisent les mers et les océans du monde. Les requins grandissent eux aussi, et vers 20 millions d'années apparaît un autre requin gigantesque que vous connaissez, qu'on a appelé le mégalodon, le fameux mégalodon, qui a été appelé Carcharodon mégalodon. Et fin de compte, on a souvent dit que c'était le petit cousin du grand requin blanc. Alors, à vrai dire, le mégalodon n'a aucune parenté avec le grand requin blanc. Alors, le mégalodon, on va l'appeler mégalodon puisque son nom scientifique est Carcharocle mégalodon. C'est un requin qui mesurait au grand maximum entre 13 et peut-être 15 mètres de longueur, malgré que d'autres disent que c'est un animal qui faisait 25 mètres ou 30 mètres de longueur. Enfin, il y a des grosses reconstitutions. Une dent de mégalodon peut mesurer jusqu'à à peu près 15 cm de longueur, hein, quand même. Hein. Et donc, ce requin
à coloniser les mers et les océans du monde entier, puisqu'on a trouvé des dents de mégalodon un peu partout dans le monde entier, hein. Et il était très commun, il était apparu il y a 20 millions d'années. On pense qu'il a disparu il y a 5 millions d'années, sauf que on pense trouver des traces de mégalodon environ il y a 20 000 ans, c'est-à-dire carrément durant le Quaternaire. Certains disent que le mégalodon survit encore au fond des océans. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. Pourquoi cette légende? Parce qu'on a trouvé des dents de mégalodon dans les nodules de manganèse qui sont à plus de 4000 mètres de profondeur dans le Pacifique. Et jusqu'à date, il est pour l'instant, il n'est pas encore possible de dater ces modules de manganèse. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a des modules de manganèse qui ont 20 000 ans et que si si le mégalodon n'a pas disparu il y a 5 millions d'années, mais 20 000 ans, il est peut-être possible qu'il y a des mégalodons qui survivent encore au fond des mers. Mais il est tout à fait possible. Je ne veux pas dire qu'il est complètement éteint, mais je ne veux pas dire non plus que cette espèce vit encore. On n'a pas encore des preuves de la survivance du mégalodon dans les mers et aux océans, et notamment dans les grandes profondeurs. Alors justement, il y a 60 millions d'années, il y a une météorite qui a atterri, enfin qui a explosé sur la Terre, et on peut dire qu'il y a plus de 90% de la faune et des plantes qui ont disparu. Et les dinosaures, enfin ce qu'on appelle les dinosaures non aviaires, ont complètement disparu. Et là, les niches écologiques se sont libérées. Et là sont apparus les mammifères. Enfin, les mammifères sont apparus au Jurassique, sauf que là, les mammifères, ils pouvaient coloniser toute la Terre. Ils ont colonisé toute la Terre il y a environ 55 millions d'années. Mais c'était le cas également dans la mer. La mer, les reptiles marins ont disparu complètement. Et ce qui fait que les niches écologiques se sont libérées. Et là, les requins ont pris leur essor et se sont développés. Alors, les requins, c'est là qu'est apparu les premiers requins modernes, comme le grand requin blanc, le requin marteau. Et puis, en même temps, est apparue une autre grande famille de poissons cartilagineux, les raies. Et les raies sont des requins aplatis, c'est-à-dire ce sont des requins qui sont spécialisés au fond, qui sont devenus benthiques, et au fur et à mesure qu'ils ont évolué, ces requins se sont transformés en raies. Et l'une des formes intermédiaires entre le rai et le requin, c'est le poisson-ci. Et le poisson-ci, j'ai ici un rostre de poisson-ci. C'est entre la raie et le requin, c'est-à-dire il a la forme d'un requin, sauf qu'il est complètement aplati, et donc il est entre le requin et la raie. Et sinon, tous les raies sont des requins aplatis. Alors, ce qui distingue les requins des poissons osseux, c'est leur squelette. Enfin, on peut appeler ça du squelette. C'est un squelette en cartilage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des os très solides, comme nos os chez les mammifères ou les oiseaux, ou le reste, les poissons, bien que les arêtes, c'est fragile, mais c'est quand même des os quand même qui sont assez durs quand même. Et ben, les requins, eux, sont formés par un cartilage. Et notamment, ce qui subsiste des fossiles de requins, c'est généralement les dents et tout le reste, comme vous voyez avec cette mâchoire de requin-tigre, cette mâchoire est formée de cartilage. Le crâne n'est pas du tout formé, comme c'est le cas des autres animaux vertébrés. Et puis, il y a une énorme colonne vertébrale qui est faite de cartilage et qui donne accès à la queue et aux deux nageoires. Donc, c'est un squelette cartilagineux. Ce qu'il faut savoir chez les requins, comme j'ai ici, c'est que ce sont des animaux qui sont hydrodynamiques. Ici, vous avez un carcharinidé, un requin de récif. Donc, le corps est complètement hydrodynamique. Il est fusiforme. Il possède une nageoire dorsale, une deuxième nageoire dorsale à l'arrière, les pectorales, une paire de nageoires pectorales, des nageoires pelviennes, et puis la queue qu'on appelle la nageoire caudale. En plus, au niveau de ces animaux-là, c'est que ces animaux possèdent des dents, hein, des dents. Alors, on peut identifier chaque espèce de dent par sa morphologie, hein, la morphologie de la dent. Chaque espèce de dent a sa propre dent. C'est pour ça que lorsqu'il y a des attaques de requins, il y a toujours une dent qui reste sur une victime. Il suffit de prélever la dent de requin qui est sur la victime et on identifie l'espèce de requin qui a attaqué la victime. En ce qui concerne les sens des requins, nous avons d'abord la ligne latérale que vous voyez ici. Alors, la ligne latérale permet aux requins d'identifier une proie ou d'identifier un intrus. Les poissons ont cette ligne latérale, hein. Généralement, on dit que les requins tournent en rond. Alors, pourquoi les requins tournent autour d'un plongeur ou d'une proie? C'est très facile parce que il suit
les ondes de la personne qui nage. C'est-à-dire qu'il tourne autour, il reçoit l'onde par la ligne latérale gauche, par exemple, puis il va tourner autour de cette personne-là pour s'approcher. Et il y a aussi autre chose, il y a des pores qui se situent juste au-dessus du dos, qui sont aussi des pores qui sont faits pour goûter. Alors ça, c'est très spécial. Il y a des requins, avant d'attaquer, pas forcément un humain, mais aussi une proie, ils se frottent sur la proie et ils goûtent à travers ces pores. C'est comme les papilles gustatives de notre langue, parce que les requins ne possèdent pas de papilles gustatives, ils ne peuvent pas goûter avec leur langue. Donc, certains requins goûtent avec ces pores qui sont des micro-récepteurs au-dessus de la ligne latérale. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un nez nageur. Alors ça, c'est un nez qui est ici, là. Alors, c'est pas un nez nageur qui est fait pour respirer comme nous, c'est un nez nageur qui est fait pour analyser l'eau. Et il y a un orifice d'entrée et un orifice de sortie. Et l'eau passe à travers un récepteur qui analyse la composition de l'eau. Ça lui permet d'identifier des odeurs. Il y a des odeurs dans l'eau, ce qui est incroyable. Par exemple, le sang, il identifie le sang, mais pas seulement le sang. Il peut, vous savez, quand vous êtes dans l'eau ou lorsqu'un poisson est à des sacrées difficultés, il éjecte une espèce d'odeur de difficulté, ce qui permet au requin d'identifier si cet animal-là a des problèmes et donc si ça devient une proie facile. Un requin, on a remarqué maintenant les requins lorsqu'ils sont en danger, ils diffusent une espèce d'odeur et ça permet de donner des informations aux autres requins pour dire qu'il y a un danger. Par exemple, en Californie, des grands requins blancs se font attaquer par des orques. Et le premier grand requin blanc qui se fait attaquer par des orques, il diffuse une odeur qui permet de donner une information aux autres grands requins blancs comme quoi il y a un danger. On a remarqué que lorsque un ou deux grands requins blancs sont attaqués par des orques, 2 ou 3 semaines, il n'y a plus de requins blancs dans le secteur-là et ça dure des mois. Donc, on se demandait comment ça se fait qu'il n'y a plus de grands requins blancs. C'est qu'on sait qu'ils ont les premiers requins blancs ont diffusé une odeur et que les autres ont identifié par ce nez nageur. Il y a aussi autre chose, il y a ce qu'on appelle les lampoules de Lorenzini. Alors, les lampoules de Lorenzini sont tout autour de la tête, notamment au niveau du nez ici. Alors, les lampoules de Lorenzini, ça leur permet, entre autres, de recevoir l'électricité. Enfin, lorsque vous êtes dans l'eau, lorsque un poisson nage, il éjecte un petit peu une petite tension électrique et les requins l'identifient. Alors c'est très commun chez des espèces benthiques, notamment le requin marteau, dont j'ai un spécimen ici. Le requin marteau, lui, il possède une tête en forme de marteau. Et sous la face ventrale du requin marteau, il y a plein de lampoules de Lorenzini. Et ce requin, lui, nage au-dessus des bancs de sable et il se nourrit de pastenague, qui est une raie. Et la raie, elle reste tapie dans le sable. Et cette raie ne bouge pas, sauf qu'il dégage l'électricité. Et le requin marteau, lui, avec sa tête, il nage au-dessus, il reçoit les ondes électriques qui dégagent la raie. Et c'est une fois qu'il a reçu par ses micro-récepteurs, et ben il chasse la raie et c'est comme ça qu'il perçoit l'électricité. En plus, ces requins respirent par des fentes branchiales. Alors lui, il en a 5. Les requins possèdent entre 5 et 7 fentes branchiales. Les espèces primitives qui vivent dans les grandes profondeurs, comme le requin à collerette, qui est un requin qui n'a pas bougé depuis à peu près peut-être 300 et quelques millions d'années. Le requin lutin, qui lui est un requin préhistorique qui a environ facilement 160 millions d'années, ils ont 7 branchies. Les requins modernes en ont 5. Alors justement, comment marchent les branchies? D'abord, leur nez ne sert pas à respirer dans l'eau, mais ils ouvrent la bouche comme les poissons et l'eau passe par les branchies et les branchies récoltent l'oxygène dans l'eau et l'eau qui est désoxygénée est éjectée par ces branchies. Donc ces branchies servent à respirer chez les requins. En ce qui concerne les nageoires, ce que j'ai pas dit chez les nageoires, c'est que les nageoires dorsales servent justement à la stabilité des requins. C'est un petit peu le même rôle que les nageoires chez les dauphins. Les pelviennes servent à donner la direction et les caudales que vous avez ici, ça sert, la queue, ça sert à donner l'orientation de ces animaux-là.
Alors, bon, il y a aussi autre chose que sur les requins, c'est que on dit souvent dans les articles que le requin, dès qu'il arrête de nager, il coule et puis il meurt. Alors, ça, c'est complètement faux. Parce que lorsqu'ils arrêtent de nager, c'est vrai qu'ils coulent. Parce que les requins ne possèdent pas la vessie natatoire qu'ont les poissons en règle générale. Les poissons, ils ont une vessie natatoire, c'est-à-dire que dès qu'ils arrêtent de nager, ils ont une flottabilité et ils maintiennent leur flottabilité. Les requins, eux, n'ont pas la vessie natatoire. Donc, dès qu'ils arrêtent de nager, ils coulent. Il y a certains requins qui peuvent maintenir leur flottabilité, notamment des grosses espèces comme le requin pèlerin qui mesure 7 mètres, dont on a des requins pèlerins ici, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont un foie qui est très très riche en huile, et cette huile leur permet une flottabilité. Les espèces tropicales, comme c'est le cas avec ce requin des récifs, le foie est très peu garni en huile, et donc eux, ils sont amenés à tout le temps nager. Mais il y a des requins qui, par contre, qui restent sur le fond, qui sont benthiques. C'est le cas de l'hétérodonte que vous avez ici. C'est un requin benthique, un requin de fond, qui passe plus de temps sur le fond qu'à nager. De toute façon, il n'est pas taillé pour nager. Alors justement, on trouve plusieurs formes de requins. Donc, je vous ai parlé des requins qui sont aplatis. Il y a le poisson-scie qui était entre le ray et la requin. Lui, c'est un requin hydrodynamique qui est fait pour nager. Le grand requin blanc et avec le requin bleu, enfin le requin la taupe bleue ou bien le requin renard, qui sont des animaux qui sont très hydrodynamiques, qui sont faits pour nager, qui peuvent pousser des pointes de l'ordre de plus de 30 à 40 km/h quand même. Et puis vous avez des formes beaucoup plus benthiques comme celui-là. C'est l'hétérodonte qui est regardé. On ne peut pas dire que c'est un animal qui est hydrodynamique. Et lui, ce genre de requin-là passe sa vie sur le fond des mers. On va dire qu'il passe plus de 60% de sa vie couché sur le fond des mers. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous avons trouvé, et notamment Cousteau dans les années 60, c'est qu'ils ont trouvé des requins hydrodynamiques comme les requins citrons notamment, qui eux dorment dans les cavernes et on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est des requins qui sont hydrodynamiques, qui sont faits pour nager et qui passent plus de 30 à 40% de leur vie dans les cavernes couchés. Et justement, c'est justement ça qui est en train de se passer. C'est qu'un grand requin blanc, par exemple, est obligé de nager pour pouvoir respirer. Ceci dit, s'il s'arrête, il meurt pas, mais il aura des difficultés pour respirer. Donc, il doit nager la gueule ouverte pour faire une arrivée d'eau dans la bouche pour que ses branchies puissent fonctionner, puisque c'est en nageant que ces branchies marchent. Mais certains requins, comme ce genre de requins-là, comme les requins des récifs, s'ils s'arrêtent de nager, eh ben, il peut respirer parce qu'il y a quand même une sacrée musculature au niveau des branchies qui leur permet de respirer. Donc, il peut se poser sur le sable, mais quand il se pose sur la sable, il relève quand même la tête pour pouvoir respirer parce que si la tête est à ras du sable, il va respirer du sable. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Lui, il possède une autre bouche qui lui permet de se poser carrément sur le sable et de pouvoir respirer sans aspirer du sable. Vous voyez, il y a différentes formes de requins. Il faut dire que nous avons plus de 550 espèces de requins dans le monde et donc nous avons 550 espèces qui respirent pas de la même façon, qui ne vivent pas de la même façon.